Savez-vous ce que signifie être forcé de retenir sa respiration pendant qu'il regarde d'autres femmes mourir à vos côtés et que vous ne pouvez rien faire d'autre qu'obéir parce que respirer à ce moment-là pourrait signifier votre propre exécution? Moi, je le sais. J'ai passé des mois entiers à l'intérieur d'un bloc où l'air était empoisonné volontairement, où des médecins allemands en blouse blanche nous traitaient comme des rats de laboratoire, où chaque inspiration pouvait être la dernière si vous désobéissiez à l'ordre qui résonnait dans les couloirs de béton glacé. Retiens ton souffle. Retenez votre respiration. Je m'appelle Noël Carrière, j'ai 83 ans, et pendant plus de 60 ans, j'ai gardé le silence sur ce que j'ai vu, ce que j'ai subi, et comment j'ai survécu à l'une des expériences médicales les plus brutales menées par la SS nazie en territoire français occupé. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais tout raconter, parce que porter ce poids seul a failli me tuer davantage qu'eux n'ont réussi à le faire. C'était en mars 1943, lorsqu'ils ont frappé à la porte de notre appartement à Reims, dans le nord-est de la France. Je venais d'avoir 20 ans 3 semaines auparavant. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer une soupe maigre de pommes de terre et d'oignons. Tout ce que nous pouvions acheter avec les tickets de rationnement. Je travaillais dans une petite parfumerie de la rue de Vesle, vendant des flacons de lavande et d'eau de rose aux rares clientes qui avaient encore de l'argent pour ce genre de luxe. L'occupation allemande durait déjà depuis 3 ans, mais à Reims, nous maintenions encore une fragile illusion de normalité. Les boutiques ouvraient. Les gens se saluaient dans la rue. La cathédrale gothique se dressait toujours, imposante, comme si elle pouvait nous protéger par sa seule présence. Mais la vérité, c'est que nous vivions sous un régime qui décidait qui pouvait vivre et qui pouvait mourir avec la même froideur qu'on choisit le menu du jour. Quand j'ai ouvert la porte ce matin froid, il y avait 2 officiers allemands et une femme française d'âge mûr avec une sacoche en cuir sous le bras. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux lorsqu'elle a prononcé mon nom complet, Noël Marie Carrière, née en février 1923. Elle a dit que j'avais été sélectionnée pour un programme de travail obligatoire qui bénéficierait à la fois à la France et au Reich. Ma mère est apparue derrière moi, tenant encore la cuillère en bois mouillé. Elle a demandé ce qui se passait. La femme française a répondu avec un sourire mécanique que j'aurais un logement, de la nourriture et des soins médicaux appropriés, et que ma famille recevrait une protection spéciale pendant que j'accomplirais mon devoir. Protection spéciale. Ce sont les mots qu'ils ont utilisés, comme si c'était un privilège, comme si nous devions les remercier. Ils ne m'ont pas donné le temps de faire une valise. Ils ont dit que tout ce dont j'avais besoin serait fourni à destination. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras, mais l'un des officiers s'est interposé et a désigné la rue où un camion militaire était garé. À l'intérieur, assises sur des bancs en bois, se trouvaient 6 autres femmes, toutes jeunes, toutes avec la même expression de frayeur contenue. J'en ai reconnu 2 de vue, habitantes de Reims. L'une d'elles, Marguerite, travaillait à la boulangerie près de la gare. Nos regards se sont croisés une seconde, et cela a suffi pour comprendre qu'aucune de nous ne savait où on nous emmenait, mais qu'aucune de nous ne croyait à la promesse de protection. Le camion a démarré. J'ai regardé par l'ouverture arrière de la bâche, et j'ai vu ma mère debout sur le trottoir, la cuillère encore à la main, rétrécissant jusqu'à disparaître au tournant de la rue. Je ne l'ai jamais revue. Le voyage a duré 3 jours. Nous nous sommes arrêtés 2 fois pour utiliser des latrines improvisées dans des champs ouverts, toujours sous surveillance armée. On nous donnait du pain sec et de l'eau 1 fois par jour. La nuit, nous dormions adossés les unes aux autres à l'intérieur du camion arrêté quelque part dans l'inconnu, écoutant les soldats allemands rire et fumer dehors. Personne ne nous a touchés. C'était étrange. Nous nous attendions à la violence, aux abus. Mais ils nous traitaient avec une indifférence presque clinique, comme si nous étions une cargaison fragile qu'il ne fallait pas endommager avant d'arriver à destination. Le 3e jour, le camion s'est finalement arrêté devant un portail en fer avec des clôtures de barbelés s'étendant de chaque côté à perte de vue. Au-dessus du portail, une pancarte en allemand qu'aucune de nous ne pouvait lire complètement, mais nous avons reconnu le mot « Lager » qui signifiait « camp ». Marguerite a commencé à pleurer doucement. L'une des autres femmes, plus âgée, peut-être 25 ans,
a dit d'une voix tremblante qu'elle avait entendu des histoires sur des camps de travail à l'Est, des endroits où les Juifs et les dissidents disparaissaient. Mais nous n'étions pas juives, nous étions des Françaises catholiques, des travailleuses ordinaires. Pourquoi serions-nous là? La réponse est venue lorsqu'ils nous ont fait descendre du camion et nous ont conduites à travers le portail jusqu'à une cour de terre battue entourée de baraquements en bois peints en gris. Il y avait d'autres prisonniers, mais ils portaient des uniformes rayés et ressemblaient à des squelettes ambulants. Ils nous regardaient avec un mélange de pitié et quelque chose que j'ai mis du temps à identifier, de l'envie. Parce que nous avions encore de la chair sur les os, nous avions encore de la couleur sur la peau, nous avions encore l'air humaine. On nous a emmenés vers un bâtiment séparé, plus petit, fait de briques rouges avec des fenêtres étroites protégées par des barreaux. Un officier SS nous attendait à l'entrée. Il était jeune, peut-être 30 ans, blond avec des lunettes rondes et portait un bloc-notes. Il a examiné chacune de nous en silence, notant quelque chose. Puis il a dit en français chargé d'accent que nous avions été sélectionnés pour contribuer à des recherches médicales vitales pour l'avenir de l'Europe, que nous recevrions un traitement approprié tant que nous coopérerions pleinement, que toute tentative de résistance ou de fuite entraînerait une exécution immédiate non seulement de nous, mais aussi de nos familles en France. Il a dit tout cela sans élever la voix, sans émotion, comme quelqu'un qui lit une recette de cuisine. Ce bref souvenir peut sembler le début d'un récit sur la survie. Mais ce qui s'est passé dans les mois suivants à l'intérieur de ce bâtiment de briques rouges, qu'ils appelaient simplement Bloc 3, était quelque chose qu'aucun mot ne peut traduire complètement. Parce que là-bas, être cobaye ne signifiait pas seulement souffrir. Cela signifiait observer. Cela signifiait comprendre que vous étiez une pièce jetable dans un jeu qui n'avait pas de règles humaines. Et cela signifiait, par-dessus tout, apprendre à retenir son souffle, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Parce que si vous vous effondriez, si vous criez, si vous questionniez, il vous remplaçait simplement par une autre. Dans les premiers jours, nous essayions encore de comprendre la logique du lieu. Nous nous réveillions à 5 heures du matin avec des sirènes stridentes. On nous donnait une tasse de liquide brun qu'ils appelaient café et un morceau de pain noir. Ensuite, on nous emmenait dans une salle d'examen où des médecins en blouse blanche, toujours accompagnés d'infirmières allemandes à l'expression de pierre, nous pesaient, mesuraient notre taille, la circonférence de notre tête, de notre poitrine, de nos hanches. Ils prélevaient des échantillons de sang. Ils photographiaient nos visages de face et de profil. Tout était enregistré sur des formulaires dactylographiés avec notre identification. Non plus nos noms, mais des numéros. J'étais le 2, 847. Marguerite était le 2, 851. Nous avions perdu notre humanité en quelques heures, réduite à des données anthropométriques archivées dans des dossiers gris. Mais la véritable horreur a commencé lorsqu'ils nous ont emmenés pour la première fois au sous-sol du bloc 3. Nous avons descendu un escalier en béton raide et mal éclairé jusqu'à un couloir étroit qui sentait le formol et quelque chose d'autre, une odeur douceâtre et putride qui collait à la gorge. Il y avait des portes en métal de chaque côté, chacune avec un petit Judas. J'ai réussi à regarder par l'un d'eux pendant que nous attendions en file. À l'intérieur, une femme était allongée sur une civière métallique, complètement nue, avec des électrodes attachées au corps. Un médecin notait quelque chose pendant qu'elle convulsait. Elle n'émettait aucun son. Peut-être ne le pouvait-elle plus. J'ai senti mon estomac se retourner, mais je n'ai pas eu le temps de traiter ce que je voyais parce que la porte devant nous s'est ouverte et une voix allemande nous a ordonné d'entrer. La salle était vaste, avec des carreaux blancs sur les murs et le sol, éclairés par des lampes fluorescentes qui bourdonnaient doucement. Au centre, il y avait 6 civières métalliques alignées. Un médecin plus âgé, aux cheveux grisonnants et lunettes épaisses, nous attendait à côté d'une table remplie de seringues, de flacons en verre et d'instruments chirurgicaux. Il a dit en français hésitant que nous allions participer à une étude sur la résistance immunitaire féminine aux agents pathogènes, que nous serions exposés à des substances contrôlées et que nos réactions seraient surveillées, qu'il était important de suivre toutes les instructions à la lettre. Puis est venu l'ordre qui n'a jamais quitté ma tête. Il a levé un flacon de liquide jaunâtre, l'a légèrement agité et a dit
Lorsque j'administrerai ceci à vos camarades, vous devrez retenir votre respiration pendant au moins 30 secondes. Si vous n'y arrivez pas, vous serez retiré du programme. Retirer du programme était un euphémisme pour exécution. Nous le savions toutes. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, cette histoire ne fait que commencer à révéler son poids. Noël va nous guider à travers les couloirs du bloc 3, où chaque respiration pouvait être la dernière, où des médecins nazis ont transformé de jeunes femmes en cobayes jetables. Mais ce qu'elle n'a pas encore raconté, c'est comment elle a réussi à en sortir vivante. Et le prix qu'elle a payé pour cela. Avant de continuer, si vous sentez que ce témoignage mérite d'être entendu, laissez votre soutien juste en dessous. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, parce que des histoires comme celle de Noël doivent traverser les frontières. Les premières injections ont commencé le lendemain matin. On nous a alignés contre le mur carrelé, pieds nus, vêtus uniquement de blouses grises sans manches qui nous arrivaient aux genoux. Le froid montait du sol et s'infiltrait dans nos os. Marguerite tremblait tellement que ses dents claquaient. Une infirmière allemande a attrapé son bras avec brutalité et l'a forcé à s'allonger sur la première civière. Le médecin aux cheveux gris s'est approché avec une seringue remplie d'un liquide trouble. Il a enfoncé l'aiguille dans la veine du bras de Marguerite sans même nettoyer la peau avant. Elle a gémi. Il a injecté lentement en observant sa montre de poche. Puis, il s'est tourné vers nous et a dit « Maintenant, retenez votre souffle, toutes, 30 secondes. Ne respirez pas. » On a obéi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? J'ai bloqué l'air dans mes poumons, les yeux fixés sur Marguerite qui commençait déjà à convulser légèrement. Le médecin comptait à voix haute en allemand. 10 secondes. 20. Mes poumons brûlaient. 25. Marguerite a ouvert la bouche, cherchant l'air. 30. Il a dit « Maintenant, respirez ». On a toutes aspiré violemment. L'odeur dans la pièce avait changé. Quelque chose de chimique, d'âcre, flottait maintenant dans l'air. Marguerite toussait, le visage rouge, les yeux injectés de sang. Le médecin a noté quelque chose sur sa fiche. Puis il a désigné la suivante. Ce protocole s'est répété 6 fois ce jour-là. 6 injections, 6 ordres de retenir notre souffle. À la fin de la journée, 2 des femmes vomissaient du sang. On les a emmenées et on ne les a jamais revues. Le soir, allongé sur ma couchette dans le baraquement réservé aux cobayes du bloc 3, j'ai réalisé ce qu'il faisait. Il testait des agents biologiques, probablement des toxines ou des pathogènes aéroportés, en injectant des substances dans une victime et en nous forçant à ne pas respirer pendant que ces substances se dispersaient ou réagissaient dans son organisme. Ils étudiaient la contagion, la transmission, l'efficacité. Et nous, les autres, servions de groupe témoin. Si on respirait au mauvais moment, on devenait contaminé aussi. Et alors, ils pouvaient comparer les symptômes, les temps de réaction, les taux de mortalité. Nous étions des variables dans une équation monstrueuse. Les semaines suivantes ont confirmé ma théorie. Chaque matin, même rituel. Injection, ordre de retenir le souffle, observation clinique. Certaines femmes développaient des éruptions cutanées violentes. D'autres perdaient leurs cheveux en touffes entières. Certaines saignaient des yeux, des oreilles. Une femme, Louise, a commencé à avoir des crises d'épilepsie incontrôlables après qu'on lui ait injecté un liquide vert fluo. Ils l'ont attachée à une table et ont continué à prendre des notes pendant qu'elle se débattait jusqu'à l'épuisement complet. Le lendemain, elle était partie. Morte ou transférée, on ne savait jamais. Les médecins ne nous parlaient jamais directement, sauf pour donner des ordres. On n'était pas des êtres humains à leurs yeux. On était du matériel biologique numéroté. Mais il y avait une exception. Un jeune homme en uniforme SS qui n'était pas médecin. Il apparaissait parfois dans le bloc 3, accompagnant un officier supérieur, un Standartenführer qui supervisait les expériences. Ce jeune homme avait environ 24-25 ans. Blond, yeux clairs, mâchoire carrée. Il ne portait pas de blouse blanche mais un uniforme impeccable avec des insignes que je ne comprenais pas. La première fois qu'il m'a regardé, vraiment regardé, c'était lors d'une session où il testait la résistance à l'hypothermie. On nous avait plongés dans des bassins d'eau glacée, nus, pendant des durées variables. Mes lèvres étaient bleues.
Je tremblais si fort que je n'arrivais plus à contrôler mes membres. Quand ils m'ont sorti, je suis tombée sur le sol carrelé, incapable de me relever. C'est lui qui a ordonné à un garde de m'envelopper dans une couverture. Son regard s'est attardé sur moi une seconde de trop. Je l'ai senti. Et j'ai eu peur. Parce qu'être remarqué dans un camp de concentration, même positivement, était souvent pire qu'être invisible. Il s'appelait Klaus. J'ai appris son prénom des semaines plus tard, quand il a commencé à venir seul au bloc 3, tard le soir, sous prétexte de vérifier les registres médicaux. Mais il ne vérifiait rien. Il venait me voir. Il restait debout devant ma cellule, les mains derrière le dos, et me regardait sans dire un mot. Au début, je ne réagissais pas. Je fixais le mur, mais une nuit, il a murmuré en français hésitant « Tu ne mérites pas d'être ici ». Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que je pouvais dire? Évidemment que je ne méritais pas d'être là. Aucune de nous ne le méritait. Mais lui, il faisait partie du système qui nous y avait mises. Pourtant, quelque chose a changé après cette nuit. Les médecins ont commencé à m'injecter des doses plus faibles. Mes prises de sang devenaient moins fréquentes. On me donnait des rations légèrement plus importantes. Je ne comprenais pas pourquoi jusqu'au jour où Klaus est entré dans ma cellule avec une chaise pliante et s'est assis en face de moi. Il a dit qu'il était le fils du Standartenführer, l'officier qui dirigeait le programme. Que son père était un homme dévoué à la science et à la victoire du Reich, mais qu'il ne voyait pas les prisonniers comme des êtres humains. Klaus, lui, avait des doutes. Il avait étudié la médecine avant la guerre. Il savait ce qu'on nous faisait, et ça le hantait. Il ne pouvait pas arrêter les expériences. Mais il pouvait, disait-il, me protéger. Si j'acceptais de coopérer, de ne rien dire, de survivre en silence, je ne lui ai pas fait confiance immédiatement. Comment le pourrais-je? Il portait l'uniforme de ceux qui nous torturaient. Mais j'ai vite compris que Klaus était ma seule chance. Sans lui, je finirais comme Marguerite, comme Louise, comme toutes celles qui avaient disparu. Alors j'ai accepté son pacte silencieux. Il falsifiait mes résultats médicaux. Il marquait mes dossiers comme non réactives ou immunisées pour que les médecins perdent l'intérêt pour moi. Il me donnait des vitamines en cachette, volait des stocks destinés aux officiers. Et en échange, je restais vivante. Mais chaque nuit, allongée sur ma couchette, je me demandais quel prix je paierais vraiment pour cette survie. Parce que rien n'est gratuit en temps de guerre. Surtout pas la miséricorde d'un homme en uniforme SS. L'hiver de 1944 a été le plus dur. Le charbon manquait même dans les bâtiments administratifs du camp. Dans le bloc 3, nous gelions. Les femmes mouraient autant des expériences que du froid et de la malnutrition. Nos corps n'étaient pas plus que des squelettes recouverts de peau grise. Mes règles s'étaient arrêtées depuis des mois. Mes cheveux tombaient par poignées chaque matin quand je passais mes doigts tremblants sur mon crâne. Je trouvais des mèches entières sur ma couchette, comme si mon propre corps renonçait peu à peu à toute fonction qui n'était pas strictement nécessaire à la survie immédiate. Mais grâce à Klaus, je recevais encore juste assez de nourriture pour ne pas sombrer complètement dans l'état de mort vivante que j'observais chez les autres prisonnières. Un supplément de pain ici, une pomme de terre bouillie là. Des rations microscopiques qui faisaient pourtant toute la différence entre tenir debout et s'effondrer. Les autres prisonnières avaient commencé à me regarder différemment, avec méfiance, avec une suspicion grandissante qui créait autour de moi un vide glacial, plus froid encore que les courants d'air qui s'infiltraient par les fissures des murs. Elles savaient que quelque chose me protégeait, quelqu'un. Certaines m'évitaient complètement, détournant le regard quand je passais près d'elles dans le couloir. D'autres murmuraient dans mon dos dès que je tournais les talons, leur voix basse mais suffisamment audible pour que je saisisse des bribes de leurs accusations. Une femme en particulier, Simone, m'a directement confrontée un soir dans le baraquement. Elle s'est plantée devant moi, les poings serrés, les yeux brillants de colère et de désespoir mêlés, et m'a accusée de coucher avec un officier SS pour obtenir des privilèges. Ces mots ont claqué comme des gifles dans l'air vicié de notre prison. Je ne lui ai pas répondu. Comment aurais-je pu? Qu'est-ce que j'aurais dit? La vérité était infiniment plus complexe et plus sombre que ce qu'elle imaginait. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas de la collaboration volontaire.
C'était de la survie brute, instinctive, honteuse. C'était le calcul silencieux d'une femme qui comprenait que refuser l'intérêt d'un homme en uniforme signifiait la mort certaine. Klaus venait me voir presque chaque soir maintenant. Il descendait les escaliers qui menaient au sous-sol du bloc 3 tard dans la nuit, quand les autres gardes étaient occupés ailleurs ou endormis. Ses bottes résonnaient sur le béton avec un rythme que j'en étais venu à reconnaître instinctivement, comme un animal qui identifie le pas de son propriétaire. Il apportait parfois du pain blanc, du vrai pain avec une croûte dorée et une mie moelleuse, pas cette pâte noire et dure comme de la pierre qu'on nous distribuait le matin. Il apportait aussi parfois une pomme, un morceau de fromage, une fois même un petit carré de chocolat qui avait fondu légèrement dans sa poche. Ces cadeaux me sauvèrent la vie physiquement, mais ils me détruisaient moralement. Chaque bouchée que je prenais avait le goût de la trahison envers celles qui mouraient de faim autour de moi. Il s'asseyait sur un tabouret métallique qu'il traînait depuis le couloir et parlait. De son enfance à Munich, dans une grande maison bourgeoise près du jardin anglais. De ses études de médecine à l'université de Heidelberg, où il avait espéré devenir chirurgien avant que la guerre n'éclate et que son père ne décide qu'il devait servir le Reich autrement. De sa mère qui écrivait des poèmes mélancoliques dans un petit cahier en cuir et détestait Hitler avec une passion silencieuse qu'elle ne partageait qu'avec son fils. Il me racontait tout cela comme si j'étais une confidente, une amie, comme si nous étions deux personnes normales, ayant une conversation normale dans un café de Berlin. Mais nous ne l'étions pas. Nous ne le serions jamais. J'étais prisonnière numéro 2. 847, cobaye humaine, sans droit ni avenir. Il était mon geôlier, membre de la machine qui me broyait jour après jour. Et chaque mot qu'il prononçait, chaque tentative de créer une intimité entre nous, me rappelait cette asymétrie insupportable, cette violence fondamentale de notre relation. Parfois, il posait sa main sur la mienne. Une main propre, chaude, soignée, avec des ongles coupés courts et une peau qui n'avait jamais connu le travail forcé. Je laissais cette main-là, immobile, froide comme du marbre. Pas par affection, jamais par affection, par calcul pur, par instinct de survie qui avait étouffé toute autre considération morale. Parce que tant qu'il croyait qu'il y avait quelque chose entre nous, même une illusion fragile, même un fantôme de connexion humaine, il continuerait à me protéger. Il continuerait à falsifier mes résultats médicaux. Il continuerait à voler des rations supplémentaires pour moi. Et je continuerais à respirer pendant que d'autres suffoquaient. En mars 1944, les expériences ont changé de nature. Une directive était arrivée de Berlin, apportée par un officier supérieur que nous n'avions jamais vu auparavant. Les médecins avaient reçu de nouveaux ordres, de nouveaux protocoles, de nouvelles substances à tester. Ils travaillaient maintenant avec des agents neurotoxiques de synthèse, des composés chimiques développés dans des laboratoires secrets quelque part en Allemagne. Les injections provoquaient des paralysies progressives, méthodiques, cruelles. Les femmes perdèrent d'abord la capacité de bouger leurs jambes, qui devenaient molles et inutiles comme du tissu mouillé. Puis, leurs bras cessèrent de répondre aux commandes du cerveau. Puis, leurs muscles respiratoires commençaient à faiblir, à se relâcher, à abandonner leurs fonctions vitales. Elles mouraient lentement, horriblement, conscientes jusqu'au dernier instant, étouffées de l'intérieur par leur propre corps qui se retournait contre elles. C'était insoutenable à regarder même pour celles d'entre nous qui avions déjà tant vu. Même les gardes SS semblaient mal à l'aise, détournant parfois le regard quand les convulsions devenaient trop violentes. Mais les médecins continuaient, méthodiques, détachés, remplissant leur formulaire avec la même froideur qu'un comptable, vérifiant des colonnes de chiffres. Un jour de la fin mars, alors que la neige fondait enfin dehors et que l'air commençait à perdre son mordant glacial, ils ont sélectionné une nouvelle prisonnière pour les tests neurotoxiques. Une fille qui venait d'arriver la veille dans un convoi en provenance de Paris. Elle avait à peine 17 ans, peut-être même moins, avec un visage encore rond d'adolescente et des yeux immenses remplis d'une terreur qu'elle n'essayait même pas de cacher. Elle s'appelait Anaïs. Je l'avais entendue pleurer toute la nuit dans la couchette au-dessus de la mienne, des sanglots étouffés qu'elle tentait vainement de contrôler. Quand ils sont venus la chercher ce matin-là, elle tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine marcher. Ils ont dû la soutenir par les bras pour la faire descendre jusqu'à la salle d'expérimentation.
Elle pleurait en silence quand ils l'ont attachée à la civière métallique avec des sangles en cuir qui mordèrent sa chair maigre. Le médecin aux cheveux gris, celui qui dirigeait le programme neurotoxique, a préparé la seringue avec des gestes précis, professionnels, complètement dénués de toute émotion humaine. Il a tapé sur le cylindre en verre pour faire remonter les bulles d'air, puis a approché l'aiguille du bras d'Anaïs. Et puis, Klaus est entré dans la salle. Il n'était pas censé être là. Ce n'était pas son horaire habituel, mais il était là, en uniforme impeccable, les cheveux parfaitement peignés, le visage pâle et tendu. Il a regardé Anaïs attachée sur la civière. Il a regardé la seringue dans la main du médecin. Puis il a regardé son père, le Standartenführer, qui supervisait toutes les expériences du bloc 3, debout dans un coin de la salle, avec son éternelle expression d'indifférence glaciale. Klaus a dit quelque chose en allemand. Rapidement, avec une urgence que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Son père a froncé les sourcils, irrité par l'interruption. Ils ont échangé des mots secs, hachés, dans une langue que je ne comprenais pas, mais dont je saisissais parfaitement la tension. Le ton de Klaus montait. Celui de son père restait bas, mais dur comme de l'acier. D'autres officiers présents dans la salle ont commencé à regarder dans leur direction. Le médecin aux cheveux gris a posé sa seringue et attendait, impassible. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, mais n'a probablement duré que quelques minutes, le Standartenführer a fait un geste impatient de la main et a ordonné quelque chose d'une voix tranchante. Ils ont détaché Anaïs de la civière. La fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle regardait autour d'elle avec des yeux hagards, incapable de croire qu'on la libérait. Puis le Standartenführer a désigné une autre prisonnière. Simone. Celle qui m'avait accusée. Celle qui avait compris avant toutes les autres que j'étais protégée. 2 gardes l'ont saisie par les bras alors qu'elle se débattait faiblement, trop affaiblie par la malnutrition pour offrir une véritable résistance. Ils l'ont traînée jusqu'à la civière encore chaude du corps d'Anaïs et l'ont attachée à la place. Simone ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle m'a simplement regardé. Une seule fois. Un seul regard, long et profond, qui traversait toute la distance entre nous. Et dans ses yeux, j'ai vu la vérité entière, nue, insupportable. Elle savait que Klaus m'avait protégée encore une fois, indirectement, en sauvant Anaïs, pour démontrer à son père qu'il possédait encore un semblant d'humanité, qu'il pouvait encore s'opposer même symboliquement à la machine de mort. Mais ce semblant d'humanité, cette micro-rébellion pathétique, avait coûté la vie de Simone. Et c'était ma faute. Du moins, c'est ce que je me suis répété pendant des décennies après, dans l'obscurité de mes nuits blanches, encore et encore, jusqu'à ce que cette culpabilité devienne une partie de mon identité aussi fondamentale que mon nom. Le médecin a enfoncé l'aiguille dans le bras de Simone, elle a fermé les yeux. Nous avons toutes reçu l'ordre de retenir notre souffle pendant 30 secondes. J'ai obéi. J'ai toujours obéi. Et pendant ces 30 secondes où mes poumons brûlaient, j'ai regardé Simone commencer à convulser, ses membres se raidissant puis se relâchant dans une danse macabre que je connaissais désormais par cœur. Klaus était déjà parti. Il n'avait pas assisté à la suite. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Sauver une fille pour apaiser sa conscience, pour se prouver qu'il n'était pas complètement un monstre. Mais il avait condamné une autre à sa place. Et moi, j'étais là, témoin, complice, survivante. Les mois suivants ont été un brouillard épais, gris, suffocant, où les jours se confondaient les uns avec les autres, dans une routine d'horreur banalisée. Le camp se préparait pour quelque chose. Nous le sentions dans l'air, dans l'agitation croissante des gardes, dans les conversations chuchotées entre officiers qui s'arrêtèrent brusquement quand une prisonnière passait trop près. Nous entendions des explosions lointaines qui faisaient trembler les vitres la nuit. Des avions passaient au-dessus du camp de plus en plus fréquemment. Les gardes étaient nerveux, irritables, prompts à frapper pour des infractions imaginaires. Les expériences devenaient plus frénétiques, plus pressées, comme si les médecins savaient que leur temps était compté et qu'ils devaient rassembler autant de données que possible avant que tout ne s'effondre. Klaus m'a dit un soir d'avril que les Alliés avançaient, que l'armée rouge progressait depuis l'Est, que les Américains et les Britanniques avaient débarqué en Normandie, que le Reich s'effondrait morceau par morceau, ville par ville.
que bientôt tout serait fini. Mais il ne semblait pas soulagé. Il semblait terrifié. Ses mains tremblaient quand il me parlait. Sa voix se brisait parfois au milieu d'une phrase. Il m'a demandé ce que je ferais si je survivais, si je témoignerais contre eux lors des procès qu'on disait inévitables, si je dirais qu'il m'avait aidé, si je mentionnerais son nom, si je le protégerais comme il m'avait protégé. Je lui ai répondu que je ne savais pas. Et c'était profondément vrai. Je ne savais pas si survivre était même possible pour quelqu'un comme moi qui avait tant vu, tant enduré, tant accepté. Je ne savais pas si je voulais survivre avec cette culpabilité accrochée à mes os comme une maladie chronique, ni ce que signifierait de porter ce poids après la libération, dans un monde qui ne pourrait jamais vraiment comprendre. Quand je suis revenu à Reims en juin 1945, la ville était méconnaissable. Des bâtiments entiers avaient été bombardés. La cathédrale avait miraculeusement survécu, mais elle était noircie, abîmée. J'ai cherché mon appartement, celui où j'avais vécu avec ma mère. Il n'existait plus. Un cratère de bombe à la place. Les voisins m'ont dit que ma mère était morte en 1944, lors d'un raid aérien, qu'elle ne s'était jamais remise de mon départ, qu'elle passait ses journées à la fenêtre, attendant mon retour. J'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrestation. Pas seulement pour elle, pour tout ce que j'avais perdu. Ma jeunesse, mon innocence, ma capacité à respirer sans penser à cet ordre. Retiens ton souffle. Je me suis installée à Lyon sous mon faux nom, Marie Dupont. J'ai travaillé comme serveuse, puis vendeuse dans une mercerie. J'ai appris à sourire à nouveau, à faire semblant d'être normale. Mais la nuit, les cauchemars venaient. Je revoyais les visages des femmes du bloc 3. J'entendais leurs cris. Je sentais l'odeur du formol et de la mort. Je me réveillais en sueur, incapable de respirer, comme si mon corps avait mémorisé cet ordre maudite et la rejouait encore et encore. J'ai consulté des médecins. Ils m'ont dit que je souffrais de troubles nerveux, typiques chez les rescapés de la guerre. Ils m'ont prescrit des calmants. Ça n'a rien changé. En 1950, j'ai épousé un homme bon, Marcel. Il travaillait dans une imprimerie. Il ne posait pas de questions sur mon passé. Je lui ai dit que j'avais perdu ma famille pendant la guerre et qu'il valait mieux ne pas en parler. Il a respecté ça. On a eu une vie tranquille. Pas d'enfant. Je ne voulais pas. Comment aurais-je pu mettre au monde un enfant après ce que j'avais vu? Après ce que j'avais laissé faire? Marcel est mort en 1987 d'une crise cardiaque. Et je me suis retrouvée seule avec mon secret. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais parlé du bloc 3. Je n'avais jamais témoigné lors des procès. Je n'avais jamais contacté les associations de survivants. J'avais trop peur. Peur qu'on découvre que j'avais survécu grâce à un officier SS. Peur qu'on me juge, qu'on me traite de collaboratrice. Alors, je me suis tue. Et ce silence m'a dévoré de l'intérieur pendant des décennies. En 2003, j'ai reçu la visite d'un historien qui travaillait sur les expériences médicales nazistes. Il avait retrouvé ma trace grâce à des archives déclassifiées. Il savait que j'avais été prisonnière au bloc 3. Il voulait que je témoigne pour son livre. J'ai refusé. Mais il a laissé sa carte. Pendant des mois, j'ai regardé cette carte posée sur ma table de nuit. Et puis un jour, en 2004, j'ai appelé. J'avais 81 ans. J'étais fatiguée de porter ce poids seule. J'ai accepté de lui raconter tout. Pas pour me racheter. Pas pour obtenir le pardon. Mais parce que les femmes qui sont mortes dans ce camp méritaient que quelqu'un se souvienne d'elles. Que quelqu'un dise leur nom. Marguerite, Louise, Simone, Anaïs. Toutes les autres dont je ne connaissais même pas les noms. Elles méritaient ça. L'entretien a duré 3 jours. Je lui ai raconté les injections, les ordres de retenir notre souffle, les corps qui disparaissaient, Klaus, sa protection, le prix de ma survie. L'historien m'a écouté sans m'interrompre. À la fin, il m'a demandé si je pensais que Klaus était un homme bon. J'ai ri, amèrement. Il n'était pas bon. Mais il n'était pas non plus le monstre absolu que certains SS étaient. Il était humain, faible, complice. Et c'est précisément ça qui rendait tout encore plus terrible. Parce que les monstres, on peut les haïr purement. Mais les humains complices,
ceux qui ont juste assez de conscience pour sauver une personne tout en laissant des centaines d'autres mourir, ceux-là sont plus difficiles à comprendre et encore plus difficiles à pardonner. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Je vis seul dans un petit appartement à Lyon, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Mes genoux me font mal quand je monte les escaliers. Ma vue baisse. Mes mains tremblent. Mais je suis vivante. 60 ans après le bloc 3, je suis toujours là. Et je ne sais toujours pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, parce que survivre signifie se souvenir. Et se souvenir, c'est revivre. Chaque jour, chaque nuit, sans fin. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre d'une femme allemande. Elle disait qu'elle était la petite fille de Klaus, qu'elle avait lu le livre de l'historien où mon témoignage apparaît, qu'elle voulait me rencontrer, qu'elle voulait me présenter ses excuses au nom de sa famille. J'ai déchiré la lettre. Qu'est-ce qu'elle croit? Que des excuses peuvent effacer ce qui a été fait? Que le remords d'une génération qui n'a rien fait peut racheter les crimes de celle qui a tout fait? Je ne veux pas de ses excuses. Je ne veux pas de sa culpabilité héritée. Ce que je veux, c'est impossible. Je veux retrouver les 20 ans que j'avais avant qu'on frappe à ma porte. Je veux retrouver ma mère vivante. Je veux retrouver Marguerite, Louise, Simone. Je veux pouvoir respirer sans penser à cet ordre maudite. Mais je ne peux pas. Alors je fais la seule chose qui me reste. Je témoigne. J'ai donné mon récit à des écoles, à des musées de la mémoire, à des réalisateurs de documentaires, pas pour me glorifier, pas pour me victimiser, mais pour que les jeunes qui n'ont jamais connu la guerre comprennent ce dont l'être humain est capable quand il déshumanise l'autre, quand il transforme des femmes en numéros, quand il donne des ordres comme « retiens ton souffle » en sachant parfaitement que respirer au mauvais moment signifie la mort. C'est ça, l'horreur absolue. Pas les fusils, pas les bombes, mais cette violence clinique, méthodique, bureaucratique, cette violence qui se cache derrière des blouses blanches et des formulaires dactylographiés. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne jusqu'à maintenant, même à l'historien, même dans mes cauchemars. Mais je vais le dire aujourd'hui parce que je sens que mon temps est compté. Klaus m'a sauvé, oui, mais il ne l'a pas fait par bonté. Il l'a fait parce qu'il était obsédé par moi, parce qu'il avait besoin de croire qu'il pouvait encore être bon en sauvant une personne, une seule, comme si ça compensait les centaines qu'il laissait mourir. Et moi, j'ai joué le jeu. J'ai laissé croire qu'il y avait quelque chose entre nous, pas de l'amour, jamais, mais une forme de complicité silencieuse, parce que c'était le seul moyen de survivre. Et pendant 60 ans, je me suis demandé si ça faisait de moi une survivante ou une collaboratrice. La réponse, je crois, c'est les deux. Et c'est ça que je ne peux pas pardonner. Pas à lui, à moi. Alors voilà. C'est mon histoire, celle d'une jeune fille de 20 ans qu'on a arrachée à sa vie, qu'on a transformée en cobaye, et qui a survécu grâce à un pacte avec le diable. J'ai porté ce secret pendant des décennies parce que j'avais honte. Honte d'avoir survécu quand d'autres sont mortes. Honte d'avoir été protégée par un homme en uniforme SS. Honte d'avoir respiré alors qu'on m'ordonnait de retenir mon souffle. Mais aujourd'hui, je suis trop vieille pour avoir encore honte. Je suis trop fatiguée pour continuer à porter ce poids seule. Alors je le pose ici, devant vous, devant l'histoire, devant la mémoire. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous avez suivi ce récit jusqu'au bout, je ne vous demande qu'une chose. Ne jugez pas trop vite. Ne pensez pas que vous auriez fait mieux à ma place, parce que vous ne savez pas. Personne ne sait ce qu'il ferait vraiment quand sa vie ne tient qu'à un fil, quand chaque respiration peut être la dernière, quand la seule différence entre vivre et mourir, c'est d'accepter de jouer un jeu dont les règles sont écrites par des monstres. Vous ne savez pas, et j'espère de tout mon cœur que vous ne le saurez jamais. Je suis Noël Carrière, j'ai survécu au bloc 3. Et maintenant, après 60 ans de silence, j'ai enfin pu respirer librement. Même si ça a pris une vie entière, même si c'est trop tard, même si, au fond, je ne respirerai jamais vraiment à nouveau. Parce que certaines ordres, certaines voix, certaines horreurs ne nous quittent jamais. Elles restent là, enfouies,
attendant le moment où on baisse la garde, et alors elles reviennent. Toujours. Retiens ton souffle. Je l'entends encore. Je l'entendrai jusqu'à mon dernier jour. 4 ans après cet entretien, en 2008, je suis parti. Les médecins n'ont jamais vraiment su pourquoi. Mon cœur s'est simplement arrêté une nuit dans mon sommeil. Peut-être que mon corps avait enfin décidé qu'il avait assez retenu son souffle. Peut-être que c'était juste l'heure. Mais j'ai laissé derrière moi ce témoignage, ces mots, cette vérité insupportable. Pour que plus jamais une jeune fille de 20 ans ne soit transformée en numéro. Pour que plus jamais des médecins en blouse blanche ne donnent des ordres qui tuent. Pour que plus jamais on ordonne à quelqu'un de retenir son souffle pendant que d'autres meurent. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce qui me reste. Ma voix, ma mémoire, mon refus d'oublier. Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, que ferez-vous de cette histoire? La garderez-vous? La transmettrez-vous? Ou la laisserez-vous s'effacer comme tant d'autres? C'est à vous de décider. Moi, j'ai fait ma part, j'ai parlé, j'ai témoigné, j'ai porté ce fardeau jusqu'au bout. Maintenant, c'est votre tour de respirer, profondément, librement, et de vous souvenir que ce privilège, cette simple capacité de respirer sans peur, sans ordre, sans menace, des milliers de femmes l'ont perdu dans des endroits comme le bloc 3. Ne l'oubliez jamais. Ne les oubliez jamais. Ne m'oubliez jamais. Parce que c'est la seule chose qui reste quand tout le reste a disparu. La mémoire, fragile, essentielle, éternelle. L'histoire de Noël Carrière ne se termine pas avec sa mort en 2008. Elle se poursuit aujourd'hui, dans ce moment précis où vous écoutez ces mots, où vous prenez conscience de ce qu'une jeune femme de 20 ans a dû endurer pour simplement continuer à respirer. Son témoignage n'était pas destiné à choquer. Il n'était pas destiné à vous faire détourner le regard. Il était destiné à vous forcer à regarder en face ce que l'humanité est capable de faire quand elle déshumanise l'autre, quand elle transforme des êtres humains en numéros, en cobayes, en matériel biologique. Parce que c'est précisément cette banalisation de l'horreur, cette normalisation de la cruauté sous couvert de science qui a permis au bloc 3 d'exister. Et c'est cette même banalisation qui, si nous ne restons pas vigilants, pourrait permettre à d'autres horreurs de naître demain. Noël a porté son secret pendant 60 ans. 60 années d'insomnie, de cauchemars, de culpabilité écrasante. Elle s'est mariée, elle a travaillé, elle a souri aux voisins dans la rue. Mais chaque nuit, elle retournait dans ce sous-sol carrelé de blanc où l'odeur du formol se mêlait aux cris étouffés des mourantes. Chaque nuit, elle entendait encore cet ordre glacial. « Retiens ton souffle ». Elle a survécu physiquement, oui, mais émotionnellement, psychologiquement. Une partie d'elle est restée enfermée dans le bloc 3 jusqu'à son dernier souffle. Et elle a choisi, finalement, de briser ce silence, non pas pour se libérer elle-même, car il était trop tard pour cela, mais pour que d'autres sachent, pour que d'autres se souviennent, pour que jamais plus nous ne laissions l'indifférence et le silence permettre à de telles atrocités de se répéter. Ce documentaire n'existe pas pour vous divertir, il existe pour vous déranger, pour vous empêcher de dormir tranquillement ce soir en pensant que ces choses appartiennent au passé, qu'elles sont enterrées avec les ruines du Reich, qu'elles ne peuvent plus se reproduire. Parce que l'histoire nous enseigne le contraire. Elle nous enseigne que la déshumanisation commence toujours par de petits pas, par des mots qui créent des catégories, par des lois qui retirent des droits, par des uniformes qui effacent les visages, par des ordres qui transforment des personnes en exécutants aveugles. Et puis, un jour, on se réveille dans un monde où retenir son souffle n'est plus une métaphore, mais un ordre médical donné par des hommes en blouse blanche qui ont oublié qu'ils étaient censés sauver des vies, pas les détruire. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, c'est que quelque chose en vous a refusé de détourner le regard. C'est que vous avez compris, peut-être intuitivement, que le témoignage de Noël n'appartient pas seulement au passé. Il appartient au présent. Il appartient à chaque fois qu'un être humain est réduit à un numéro,
à chaque fois qu'une vie est considérée comme moins importante qu'une autre, à chaque fois que nous fermons les yeux sur la souffrance d'autrui, parce qu'elle ne nous concerne pas directement. Noël aurait pu se taire pour toujours. Personne ne l'aurait forcée à parler. Mais elle a compris que le silence est aussi une forme de complicité. Que ne pas témoigner, c'est laisser les bourreaux réécrire l'histoire. C'est laisser les victimes disparaître 2 fois, d'abord dans la mort, puis dans l'oubli. Ce canal existe pour préserver ces voix, pour amplifier ces témoignages que certains voudraient pas voir enterrés avec leurs témoins. Chaque documentaire que nous créons demande des heures de recherche, de vérification, de traduction, de travail minutieux pour honorer la mémoire de ceux qui ont vécu ces horreurs. Et nous ne pouvons continuer ce travail que grâce à votre soutien. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait comprendre l'importance vitale de ne jamais oublier, alors nous vous demandons de nous aider à la faire circuler. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez les notifications, parce que chaque nouvel abonné est une voix de plus qui dit « Nous nous souvenons. Nous refusons l'oubli. Nous refusons l'indifférence. » Mais votre soutien ne s'arrête pas là. Dans les commentaires ci-dessous, nous vous invitons à partager d'où vous regardez ce documentaire. De quel pays, de quelle ville, de quel coin du monde vous écoutez l'histoire de Noël. Parce que son témoignage doit traverser les frontières, les langues, les générations. Une femme de Reims qui a survécu au bloc 3 mérite d'être entendue à Paris, à Alger, à Montréal, à Dakar, partout où le français se parle, partout où des êtres humains refusent de laisser l'histoire s'effacer. En commentant, vous créez une communauté de mémoire. Vous prouvez que 60 ans après la libération des camps, le témoignage de Noël résonne encore, qu'il compte encore, qu'il signifie encore quelque chose. Et si ce documentaire vous a vraiment bouleversé, si vous sentez que d'autres personnes dans votre vie devraient l'entendre, alors partagez-le. Envoyez le lien à un ami, à un membre de votre famille, à un collègue. Publiez-le sur vos réseaux sociaux, parce que la mémoire ne se préserve pas toute seule. Elle se transmet, elle circule, elle se construit collectivement. Témoignage après témoignage, partage après partage, conversation après conversation. Chaque fois que quelqu'un regarde ce documentaire et décide de ne pas oublier, Noël gagne une petite victoire posthume contre ceux qui auraient voulu que son histoire disparaisse avec elle. Mais au-delà du soutien pratique à cette chaîne, nous vous invitons à une réflexion plus profonde. Nous vous invitons à vous demander « Qu'auriez-vous fait à la place de Noël ?» Auriez-vous refusé la protection de Klaus par principe moral, sachant que ce refus signifiait une mort certaine? Auriez-vous accepté, comme elle l'a fait, puis passé le reste de votre vie à porter cette culpabilité? Et plus important encore, que feriez-vous aujourd'hui si vous voyiez des signes avant-coureurs de déshumanisation autour de vous? Parleriez-vous? Agiriez-vous? Ou vous diriez-vous, comme tant de gens se sont dit pendant la guerre, que ce n'est pas votre problème, que vous ne pouvez rien changer, que vous devez d'abord protéger les vôtres? Ces questions ne sont pas confortables. Elles ne sont pas censées l'être. Elles sont censées vous hanter un peu, vous déranger un peu, vous empêcher de consommer ce documentaire comme un simple divertissement historique et puis de passer à autre chose. Noël Carrière a dit quelque chose de fondamental dans son dernier témoignage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être jugée trop vite, qu'elle ne voulait pas que nous pensions que nous aurions fait mieux à sa place. Parce que nous ne savons pas. Personne ne sait vraiment ce qu'il ferait quand sa vie ne tient qu'à un fil, quand chaque respiration peut être la dernière, quand la seule différence entre vivre et mourir est d'accepter de jouer un jeu dont les règles sont écrites par des monstres. Et c'est précisément cette humilité, cette reconnaissance de notre propre fragilité morale face à l'extrême, qui devrait nous pousser, non pas à juger les victimes du passé, mais à réfléchir à comment nous pouvons construire un présent et un futur où personne ne sera plus jamais forcé de faire de tels choix. Alors, avant de fermer cette vidéo, avant de retourner à votre vie normale où personne ne vous ordonne de retenir votre souffle, prenez un instant. Un seul instant de silence. Pour Noël, pour Marguerite, pour Louise, pour Simone, pour Anaïs,
Pour toutes ces femmes dont les noms ont été effacés par la machine nazie, mais dont l'humanité résiste encore à travers ce témoignage. Respirez profondément, librement, sans peur. Et rappelez-vous que ce privilège simple, cette capacité de respirer sans ordre, sans menace, sans terreur, des milliers de femmes l'ont perdu dans des endroits comme le bloc 3. Ne les oubliez jamais. Ne laissez personne les oublier. Parce que c'est la seule chose qui reste quand tout le reste a disparu. La mémoire, fragile, essentielle, éternelle. Et c'est vous, maintenant, qui en êtes les gardiens.